2024, une année électorale aux États-Unis, ça, nous le savons déjà depuis plusieurs années et pour cause, les élections au pays de l'oncle Sam, c'est tous les 4 ans. Bien entendu, il y a les élections à mi-mandat également. Mais ce que nous ignorons, c'est pourquoi la plupart du monde se retourne toujours vers les États-Unis lorsque cette période approche. Pour en savoir davantage, je reçois pour vous, pour votre émission Le Monde en 52 minutes de ce lundi, Morgane Asokma-Metondi, consultant en géopolitique. Bonsoir. Bonsoir. Juste à côté de Morgane, vous avez Ouldad Mama, expert en relations internationales. Bonsoir. Bonsoir, Tatiana. En face des deux, vous avez Martial Akwete. Bonsoir. Bonsoir. Alors, chers invités, cet après-midi, élection américaine, quel impact sur le monde? Lorsque dans un débat, vous entendez États-Unis, quels sont les mots qui vous passent tout de suite à l'esprit, Ouldad? D'abord, démocratie et puis crise. Avant de parler et d'évoquer, puisqu'il s'agit des États-Unis, des enjeux de l'élection prochaine pour le reste du monde, j'aimerais parler d'abord du contexte national et de ce qui s'est passé au niveau, depuis le 6 janvier 2021, à savoir cette attaque du Capitole qui a donné l'impression d'une déchéance civilisationnelle, d'une déchéance d'un modèle de gouvernance. On a eu une impression de fin du monde en réalité, et cette impression s'est quelque peu confirmée à travers les mois, et particulièrement récemment avec la décision de la Cour suprême de renforcer l'immunité des présidents américains, et en l'occurrence du président Donald Trump, qui doit répondre devant la justice de son pays d'un certain nombre d'affaires. Donc vous avez là l'idée finalement de la toute-puissance d'un homme. Et vous avez également le mouvement MAGA, Make America Great Again, qui rassemble un certain nombre de presque quasi-fanatiques en réalité de la cause de Donald Trump. Donc finalement, vous avez à mon sens ce déclin civilisationnel sur fond de questionnement de l'état profond, de défiance vis-à-vis de l'état profond. Donc beaucoup d'Américains ont l'impression qu'en réalité, ils n'ont pas les mains sur le pouvoir, ils n'ont pas les mains sur leur classe politique, qu'elle en réalité n'agit pas pour défendre leurs intérêts, l'intérêt national et leur intérêt à eux, mais plutôt comme ça, les intérêts d'une notion assez sectaire du bien commun et du bien de la nation américaine. Donc en vertu de cette défiance-là, les espoirs de ce peuple-là s'est porté, de cette partie de la population américaine, s'est porté sur Donald Trump comme étant une espèce de messie qui peut les sauver de cet écueil d'une forme de démocratie. Donc vous avez un homme qui, sociologiquement, ne représente pas en réalité ces personnes qui se rallient à lui, ces personnes en tout cas qui jettent leur dévolu sur lui comme ça pour les venger d'une espèce de violence historique, de violence politique, de violence sociale, parce que c'est un homme riche, mais ce qu'il a pour lui, c'est qu'il n'a pas les codes politiques. C'est pas quelqu'un de lisse, c'est pas quelqu'un qui a franchi toutes les il est allé à Columbia, hein, voilà, c'est quelqu'un qui est né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Néanmoins, il n'a pas les codes de l'élite politique. Et c'est ce qui lui vaut tout ce ralliement en réalité de personnes. Et derrière, cet étiolement de la notion de la démocratie américaine qu'on aimait bien voir. C'est quand même un des seuls pays où vous voyez des Google, vous voyez des Bill Gates qui tremblent devant une commission d'enquête. C'est quand même merveilleux à voir. Je ne connais pas beaucoup de démocraties dans le monde où vous avez des assemblées, des congrès qui peuvent comme ça faire trembler des groupes puissants. C'est assez extraordinaire à observer. Donc vous avez cet étiolement, je trouve, de cette démocratie qui est un signe, parce que c'est le soft power américain qui se concentre sur, en réalité, défendre leur modèle de gouvernance. Donc si celui-ci est en déclin, ça pose problème à cet égard. Alors, Morgane, vous, quand je dis États-Unis, les mots qui vous viennent tout de suite à l'esprit, vous avez écouté Ouldad. Je ne dirais pas forcément mieux qu'elle, mais moi tout de suite je vois leadership, je vois pragmatisme et je vois réalisme. Leadership, pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, vous avez une façon de gérer qui est hors du commun. Même quand on parle de démocratie, il a fallu quelques petites recherches pour que je commence à écouter des hypothèses selon lesquelles les États-Unis ne seraient pas une démocratie, mais plutôt une république constitutionnelle, avec une différence assez bien établie, parce que la démocratie souhaite naturellement qu'il y ait des électeurs, qu'il y ait un suffrage où
le vote populaire soit reflété dans le choix final des élections. Mais aux États-Unis, on a vu le contraire à 2 reprises déjà, et ce qui jette quand même un petit flou sur l'issue des élections vers lesquelles nous sommes en train de nous tourner. Est-ce que c'est Donald Trump qui va se confirmer si on doit se référer à ce qui semble être le soutien populaire, ou Kamala Harris va revenir et peut-être gagner? Donc, il y a cette problématique même de leadership qui a longtemps présenté les États-Unis comme étant une démocratie, mais alors que cet États-Unis-là est une république constitutionnelle. Donc, leadership, pragmatisme, qu'on le veuille ou non, la capacité financière, les développements économiques et les influences extra-territoriales ont un rôle très important sur les élections et même le choix des leaders aux États-Unis. Et je fais allusion à cette question, cette crise de la politique étrangère des États-Unis. Regardez ce qui se passe au Moyen-Orient. La question d'Israël et de la Palestine joue un rôle capital, surtout qu'on sait qu'il y a un lobby puissant israélien qui existe aux États-Unis et qui joue un rôle capital dans l'accompagnement et même le choix des leaders aux États-Unis. Okay. Nous allons en parler tout à l'heure. Je me retourne vers vous. Les États-Unis étaient encore les gardiens du monde avant le 11 septembre 2021, avant le 11 septembre 2001. Mais aujourd'hui, est-ce qu'ils le sont-ils encore, ces gardiens du monde? Vous avez posé la question tout à l'heure de savoir, quand on parle des États-Unis, quels sont les premiers mots qui viennent. Moi, en dehors de leadership, il me vient influence. Quand on parle des États-Unis, ce à quoi je pense en même temps, ce n'est pas la politique intérieure, mais c'est l'influence sur la scène mondiale. Cette influence qui s'est fait remarquer au lendemain de la chute du mur de Berlin et de cette mondialisation qui n'est rien d'autre qu'une autre forme d'imposition de ce qui est l'américain, de ses valeurs, de ses cultures. Donc, quoi qu'on dise aujourd'hui, qu'on remette en cause cette qualité, cette capacité des États-Unis à influencer sur la scène internationale, je pense qu'il faut beaucoup relativiser, parce que malgré tout ce qu'on dit, dans les crises contemporaines, on constate toujours cette capacité des États-Unis à faire bouger les lignes, même si on constate des difficultés à des niveaux donnés. Monsieur Morgan l'a évoqué, essentiellement dans la question palestinienne. On voit que les États-Unis ne semblent plus être le partenaire privilégié, celui avec qui il faut communiquer, mais dans la réalité, les États-Unis détiennent toujours la clé de la résolution de cette... Bon nombre de conflits, c'est ça? Évidemment. Et donc, cette influence des États-Unis se retrouve évidemment au niveau du Moyen-Orient et de l'Europe qui, depuis les guerres que nous avons constatées, les guerres mondiales, a perdu son magistère, son influence sur le monde, et les États-Unis en ont pris. Et donc, aujourd'hui, vous allez constater même que dans la communication entre ce que je peux appeler encore un monde bipolaire, de notre côté la Russie, la Chine, et de l'autre côté les États-Unis et ses alliés, on a toujours cette impression que l'Europe ne compte pas. L'Europe, c'est ceux qui suivent les Américains. Donc, il y a toujours cette forme de rivalité qui continue d'exister et montre que les États-Unis continuent de garder d'une certaine manière le leadership. Ah oui, qui sont toujours les gardiens du monde, c'est ça que vous voulez dire? Alors, les élections se déroulent toujours à la mi-novembre et à la même date, le même mois. Alors, dites-moi un peu, Hulda, vous qui êtes expert en relations internationales, pourquoi à cette période et à cette année particulièrement, le monde est toujours dans l'incertitude? Pourquoi? Oui, alors je pense que ce soit Martial ou que ce soit encore Morgane à ma droite l'ont assez bien évoqué, c'est une question du leadership. On parle d'hégémon en relations internationales, à savoir justement la capacité de celui qui détient le leadership justement sur le concert des nations, à pouvoir catalyser, emmener les autres derrière lui.
Donc, c'est-à-dire que derrière les États-Unis, en général, eh bien, les autres États suivent. Vous avez un exemple patent et parfois même au détriment de leurs propres intérêts. Et l'exemple, encore une fois, le plus éclairant eh bien, dans les quelques années qui se sont écoulées, c'est bien l'exemple de la guerre en Ukraine, où vous avez, parce que les États-Unis ont insisté eh bien, pour que des sanctions eh bien, d'une violence historique inégalée eh bien, soient imposées à la Russie après l'invasion du territoire ukrainien en février 2022. Après cela, vous avez eu des sanctions sur les hydrocarbures qui ont pénalisé en réalité eh bien, l'Union européenne, les acteurs européens. Vous avez en particulier l'Allemagne, dont la chancelière Angela Merkel avait misé en réalité sur le Nord Stream 1 et Nord Stream 2 pour pouvoir justement pacifier les relations avec la Russie. Donc c'était en réalité eh bien, la dynamique dans laquelle de géopolitique, de politique étrangère, eh bien, qu'avait affirmé Angela Merkel, qu'avait essayé de suivre et qui a été balayée comme ça par Olaf Scholz. Donc vous avez en réalité une logique nationale qui était suivie, qui servait les intérêts stricts de l'Allemagne. Et on sait que l'Allemagne n'est pas forcément amie, c'est-à-dire que les États n'ont que des intérêts. Il n'y avait pas d'affect entre Angela Merkel et Vladimir Poutine en l'espèce, mais c'était vraiment l'idée de promouvoir la paix, l'idée de promouvoir également une prospérité partagée, c'est-à-dire parce que on avait, bon, je vais aller rapidement là-dessus, un système, l'industrie quand même européenne repose quand même sur le système allemand qui a besoin d'électricité pour fonctionner, d'électricité peu chère. Donc tout ça répondait à des intérêts. Donc vous avez des Européens qui ont balayé ces logiques-là, qui répondaient à des intérêts encore une fois nationaux et des intérêts pour le continent, la paix du continent, et qui au nom d'un alignement otanien, eh bien, ont renversé eh bien, ces intérêts-là pour suivre les États-Unis dans cette politique de sanctions. Donc c'est encore un exemple qui montre à quel point eh bien, les États-Unis, ils ont un leadership encore une fois sur eh bien, les grandes questions internationales. Ceci a relativisé parce que, par exemple sur la question du conflit israélo-palestinien, c'est en train de bouger. Les États-Unis sont derrière, là, pour le coup. Et puis, on a, quand je parle de déclin, vous savez, les grandes tendances, elles se font de façon incrémentale. Il n'y a pas de chute soudaine, il n'y a pas de montée soudaine non plus. C'est quelque chose qui se fait de façon progressive. Et si on n'y prête pas garde, peut-être que ce conflit israélo-palestinien pourrait être quelque part, eh bien, pourrait acter quelque part, accélérer un certain déclin de l'influence américaine, parce que vous avez quelque chose qui n'est pas logique, parce que d'un côté on milite pour un cessez-le-feu, on essaie de tordre le poignet à Benyamin Netanyahou. De l'autre, eh bien, on vient encore d'envoyer 20 milliards, d'acter 20 milliards eh bien, d'armement eh bien, à Israël. Donc vous voyez qu'il y a un problème quelque part. Et sur ces questions-là, c'est là où quelque part le leadership américain est quelque peu en train eh bien, de s'effriter. Il faut dire pour terminer que sur cette question du Moyen-Orient, vous avez la Chine également qui commence à intervenir. On sait qu'en mars 2023, eh bien, la Chine a médié, a présidé la réconciliation entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, ce qui était assez inédit. Et vous avez encore récemment, il y a quelques semaines, eh bien, cette poignée de main entre le Fatah et le Hamas qui a été là aussi médiée par la Chine. Donc vous voyez que les choses sont en train de bouger. Et encore une fois, les États-Unis devraient être à l'écoute de ce qu'on appelle aujourd'hui le Sud global pour prendre le pouls réellement du monde aujourd'hui. Alors tout à l'heure, Ouda a estimé que certains pays mettent leurs propres intérêts entre parenthèses pour celle des États-Unis. Est-ce que c'est pour cette même raison que certains pays également mettent souvent leur consultation électorale avant celle des États-Unis ou alors après celle des États-Unis? Et elle a abordé la question de la zone du Moyen-Orient. Cette année, on a comme l'impression que ça s'invite véritablement au présidentiel américaine. Pourquoi? Qu'est-ce qui a changé entre la dernière présidentielle et celle du 4 novembre? Alors déjà, il faut clarifier le fait que les élections se déroulent dans les pays en fonction des constitutions, de ce qui est prévu. Donc que ça se retrouve avant ou après, ce n'est pas vraiment cela qui est la préoccupation. Rarement en novembre. Hein? Rarement en novembre. Rarement en novembre. Ça n'a l'air de rien, mais ça peut signifier quelque chose. Ça peut signifier quelque chose, mais ce n'est pas établi parce que il y a une chose qui est très importante. Que ce soit avant novembre ou après novembre, ce qui se passe en novembre détermine beaucoup de choses. Ouais. Et pourquoi est-ce que cela détermine beaucoup de choses? C'est parce que les États-Unis ont su asseoir leur influence économique et stratégique, surtout économique.
quand on parle d'économie, on parle des différentes capacités de coopération qui existent, les projets d'aide et sans oublier les institutions de Bretton Woods qui financent la majorité des États en matière d'implémentation de leurs programmes d'action gouvernementale. Donc, cette dépendance économique et stratégique s'illustre par l'intérêt que portent tous les États, qu'on le veuille ou non, à ce qui se passe aux États-Unis. Mais aujourd'hui, le caractère relatif de la chose s'explique par l'existence, aujourd'hui, un début d'existence qui devient beaucoup plus matérialiste, d'une alternative aux institutions de Bretton Woods, les BRICS. Et cette alternative s'affirme de jour en jour. Donc ça inquiète déjà le dispositif américain et remet en cause le leadership des États-Unis. Maintenant, qu'est-ce qui veut se passer à ces élections? Il faut montrer qu'il y a ce que les Américains eux-mêmes appellent « the divides », une sorte d'effectivité, d'une division qui serait en train d'exister entre les différentes composantes du peuple américain. Vous avez de façon claire et nette une grande partie qui soutient Donald Trump dans sa vision des États-Unis, qui estime que les États-Unis ont perdu de leur grandeur. Oui, mais est-ce qu'ils sont nombreux, ceux-là? Ils sont assez nombreux. Suffisamment. C'est assez? Assez. Mais ils ne sont pas très. Bon, il faudrait aller faire un sondage, compter. Et là, bon, je ne suis pas allé, je ne sais pas si vous y êtes allé. Non, moi non plus. Bon, hein. voilà. Mais ce qui nous permet de dire qu'ils sont suffisamment importants, c'est ce qu'ils ont fait lorsqu'il a été déclaré que Donald Trump a perdu les élections. Qu'on le veuille ou non, qu'on incrimine Donald Trump ou pas, ce n'est pas lui qui a porté l'assaut. Ce sont des gens, ce sont des citoyens américains qui se sont déplacés. Qu'ils l'aient écouté ou pas, ce n'est pas le problème. Et je pense que c'est les États-Unis en entier qui devaient être au banc d'accusés et non Donald Trump. Ce qui fait que le fait d'envoyer Donald Trump au banc d'accusés a au contraire redynamisé le soutien que ces personnes pourraient avoir. Et donc ce divide au niveau des États-Unis est matériel aujourd'hui et déterminera beaucoup de choses dans la gestion du monde. Il faut rappeler que lorsque Donald Trump est arrivé, il avait dirigé les États-Unis pendant un mandat. On sait tout ce qui a changé dans le monde. On a vu d'un côté une reprise de conscience de plusieurs États américains. Parce que dès sa première rencontre avec les États africains, il a fait une déclaration qui a fait un choc, qui a créé un choc dans les différents chanceliers africains. De l'autre côté de l'Union européenne, sa décision de remettre en cause les capacités de l'OTAN et même l'utilité de l'OTAN a fait que l'Union européenne, les pays se sont mis à trembler. Pourquoi? Parce que ces pays sont restés dépendants du plan Marshall qui s'est muté plus tard et qui a créé cette influence des États-Unis en Europe, est resté dépendant jusqu'à ce jour où tous les pays européens s'accordent pour dire qu'ils ont abandonné leur système sécuritaire et qu'aujourd'hui, l'Europe ne pourrait pas se défendre si d'aventure l'OTAN venait à ne pas exister. Et l'arrivée de Donald Trump sonne le glas probablement de la fin de ce dispositif sécuritaire, de sécurité collective, de défense collective qui existe au niveau de l'Europe, alors que la Russie est dans une dynamique beaucoup plus, je vais dire, imposante sur le plan sécuritaire et de domination pour ce qui est de l'aspect économique, même si la Chine reste quand même dans la course, et que l'Inde, de l'autre côté, commence à émerger pour rester dans la cour des grands. Alors, Martial, dites-nous un peu, pour cette année 2024, en tant qu'analyste géopolitique, est-ce que vous êtes forcément d'avis avec ceux-là qui estiment aujourd'hui que le retrait de Biden et l'arrivée de Kamala Harris remet les compteurs à zéro? Dit que cela remet les compteurs à zéro, pas tout à fait exactement, mais on a constaté quand même que la stratégie ou les actions entreprises dans le cadre de ces élections ont été énormément bouleversées. Non seulement les premiers éléments qui nous permettent de constater cela, ce sont déjà les sondages. On a vu un certain jeu d'équilibre au niveau des sondages par cette intervention de Kamala Harris et au niveau de Donald Trump également, on a vu cette réaction assez excessive. C'est une personne qui est déjà connue pour sa manière de réagir face aux
situation, mais ce changement brusque intervenu, comme si cela était très bien préparé, Comme a dirait l'autre, c'est révélé... son comme ça qui est comme ça. Voilà, c'est ça, comme ça qui est comme ça. Et donc cela, sa réaction et sa difficulté à pouvoir s'adapter à la logique qui est en train de s'imposer désormais semble montrer que ce changement de candidat du Parti démocrate à un moment très important, un moment essentiel De la où, campagne. voilà, un moment très essentiel de la campagne où Donald Trump a déjà pris de l'avant. Il y a un certain nombre d'événements qui ont suivi sur sa tentative d'assassinat qui brusquement s'est fait arrêter, s'est stoppé compte tenu de Il n'y a pas eu une l'arrivée. médiatisation que certainement il attendait tout autour. Voilà. Peut-être que ça a joué contre lui, on ne sait pas. Hein. En fait, il y a la médiatisation qui a commencé, mais ça s'est interrompu compte tenu du changement brusque qui est intervenu au niveau du camp démocrate. Et donc, les médias se sont détournés de la question parce que c'était la principale préoccupation, la principale interrogation. Les Américains se demandaient au lendemain du débat, mais qu'est-ce que Biden va faire? Qu'est-ce qui va se passer? Et donc, les journaux même étaient à l'affût. Et donc, quand cette situation est intervenue, naturellement, voilà les journaux virer rapidement et rendre obsolète cet événement qui permettait à Donald Trump quand même de se faire remarquer. Donc, vous voulez dire que Dero, il s'est retrouvé à 0, c'est ça? Moi, je pose juste ma question, j'attends ma réponse. C'est vous qui le dites. Non, moi, je ne le dis pas. Moi, j'ai posé ma question. Hein. On ne peut pas dire qu'il se retrouve. Le lendemain, il se retrouve Dero qui a failli perdre son oreille à... On ne peut pas dire 0 parce qu'il continue d'avoir quand même une influence. Moi, j'ai parlé de 0. C'est ce que vous essayez de dire. D'accord. Alors, Hulda, dites-nous un peu, hein, en tant que observatrice du monde, en tant qu'expert en relations internationales, dites-nous comment est-ce que l'arrivée de Kamala Harris a rebattu les cartes, y compris dans les zones favorables à Donald Trump. Nous avons vu lorsque Kamala Harris était du côté de l'Arizona, où les indécis ont commencé par s'inscrire massivement sur les listes électorales. Oui, alors avant de vous répondre, et c'est une question très intéressante et importante, je voudrais revenir sur l'idée de... Vous savez, Donald Trump, il a une mentalité de businessman. Donc, c'est-à-dire que c'est du gagnant-gagnant. Et c'est du gagnant-gagnant, je dirais même, quelque part, à court terme. Alors qu'à court, encore peut-être à moyen terme. Mais quelque part, les autres, c'est-à-dire ceux qui sont... ce qui justifie son isolationnisme, vous voyez? Donc, c'est-à-dire que qu'est-ce que les États-Unis ont à gagner dans cette affaire? Dans la défense européenne, qu'est-ce que les États-Unis ont à gagner? Eh bien, concrètement, dans le fait de couvrir le continent européen avec un parapluie nucléaire américain. Qu'est-ce que les États-Unis ont à gagner en s'investissant aux côtés de Taïwan, en s'investissant aux côtés de l'ensemble des alliés du Pacifique, la Corée du Sud, le Japon, les Philippines, le Japon et autres, mais principalement ceux-là. Qu'est-ce que concrètement on a à gagner? Et si les investissements sont jugés trop importants à court terme, on leur demande de payer une contrepartie ou alors en tout cas de l'incrémenter, de l'augmenter. Mais le problème, c'est que du côté démocrate, on va miser sur plus loin, on va miser sur l'influence, on va miser sur la dissuasion. C'est des notions qui échappent un peu à la mentalité de businessman de quelqu'un comme Donald Trump qui voit la rentabilité à court et peut-être même à moyen terme, mais franchement pas plus loin. Donc vous voyez, voilà le problème quelque part. Et sur la question de Kamala Harris, en réalité, ce qu'elle fait, c'est qu'elle consolide le parti démocrate, des gens qui avaient fui Biden parce que soit il est jugé trop âgé et pas même en réalité de les représenter et de diriger le pays comme une telle puissance l'exige, ou alors du côté de la gauche du parti démocrate, vous avez des jeunes qui ont été rebutés par le soutien quasi inconditionnel de Joe Biden à Benjamin Netanyahou dans sa riposte à Gaza contre le Hamas. Ces millions de dollars d'armement qui sont envoyés comme ça à Gaza, et puis le décompte macabre de ces morts, 40 000 aujourd'hui, la souffrance du peuple palestinien, c'est quelque chose en tant que jeune qui est inacceptable en réalité, et c'est une dent que cette partie en tout cas de l'électorat américain avait contre Biden. Vous avez également les
minorités, principalement les Afro-Américains, qui la rejoignent aussi Kamala Harris. Donc voilà ce qui explique quelque part sa remontée dans les sondages, en tout cas la remontée du Parti démocrate dans les sondages par rapport au Parti républicain. Et puis quelque part, eh bien, en tout cas, et puis Trump est fâché, clairement, il est mécontent. Oui, s'en cache Il est pas. mécontent parce que il disait quelque part, il se plaignait, il aimait bien Sleepy Joe, etc. Il aimait bien balancer, voilà, l'âge de Donald Trump, de Joe Biden à sa figure. Mais le problème, c'est qu'il s'était réellement préparé pour affronter Joe Biden. Toutes ces années, en réalité, il a fourbi ses armes contre Joe Biden. Donc vraiment là, c'est vrai qu'il l'a cherché, mais il a un peu trop cherché parce que là, il se retrouve avec quelque chose qu'il n'attendait pas. Donc, il doit recalibrer sa campagne contre une candidate qui fait du rassemblement, qui rassemble, d'où sa petite sortie là, assez cocasse comme d'habitude. Il ne savait pas qu'elle était afro-américaine, donc qu'elle était indienne, il savait, mais elle s'est découverte une identité afro-américaine. C'est pour dire qu'il convoitait aussi en réalité l'électorat afro-américain, qui commençait à se désolidariser un peu de Joe Biden, donc il pensait qu'il avait la main dessus, donc les voir lui échapper comme ça, à la faveur d'un vote identitaire, ça le froisse aujourd'hui. Donc je pense que ce sont toutes ces dynamiques-là aujourd'hui qui se jouent, et puis Donald Trump aujourd'hui, je pense, cherche un peu un nouvel équilibre face à Kamala Harris. Alors lorsqu'on écoute Ouda, Morgane, on se rend compte tout de suite que Donald Trump est aujourd'hui en panne d'arguments. C'est-à-dire que, comme Ouda l'a dit, il a calqué toute sa campagne sur Joe Biden, mais aujourd'hui, il est en panne d'arguments, il est en panne d'idées. On ne sait pas comment est-ce qu'il va poursuivre cette campagne. Cela est dû à quoi? Alors déjà, il faut dire que cette déduction n'est pas aussi vraisemblable qu'elle peut paraître, parce qu'il ne s'agit pas d'un homme, il s'agit d'une équipe. On voit pas. On va dire son équipe alors. Voilà. On y va. Et donc, je pense que c'est une équipe de campagne très professionnelle, avisée, qui est préparée. Même si on dit qu'il y a un élément capital de la donne qui a changé, ce n'est pas en défaveur de Donald Trump. Et cette situation peut être récupérée de façon très constructive par l'équipe de campagne de Donald Trump. Et si vous regardez les choses de plus près, cette remontée n'est pas une remontée. C'est juste une donne qui a changé et qui permet à des électorats qui étaient déjà... Oui, mais est-ce que c'était prévisible que cette donne change? Si... Hein? Est-ce que c'était prévisible, Morgane? C'était prévisible à condition que Joe Biden ne soit pas candidat. Et je suis très consciencieux du fait que, même dans le camp républicain, on a... Oui, mais si ça avait été autre personne en dehors de Kamala Harris, est-ce que la donne allait changer? Non, pardon, c'était pas si prévisible, vu que quand elle a commencé, oui, les sondages n'étaient pas terribles. C'était à peu près à égalité, quoi. Et c'est pour cela qu'il faut saluer l'activisme de l'équipe de campagne démocrate. Et il faut rappeler que c'est parce qu'il y a eu des ténors du Parti des démocrates qui ont décidé d'endorser, si le mot existe en français, mais en anglais, de toutes les façons, vous connaissez les gars. Qui ont décidé d'endorser Kamala Harris. Si ces ténors décident aujourd'hui de se retirer de la Morgane, course. moi, la question que je vous pose, si ça n'avait pas été Kamala Harris, si ça avait été quelqu'un d'autre, est-ce qu'on aurait ce résultat aujourd'hui? Peut-être qu'on aurait même un meilleur résultat. De la part de Trump? Pas forcément de la part de Trump, que ce soit de la part des démocrates. En fait, ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est que le camp Trump, le camp républicain, n'est pas encore inquiété par rapport à ce qui se passe. Pourquoi est-ce que je le dis? Envoyer le président Joe Biden aux élections contre Donald Trump, c'est perdre les élections de façon lamentable. Et cela, les démocrates l'ont compris finalement et ont décidé de peser de tout leur poids pour que ce ne soit pas une perte lamentable. Maintenant, est-ce que, parce qu'on a mis Kamala Harris, est-ce que la perte n'est plus à envisager? C'est faux. C'est faux, pourquoi? Parce que les démocrates eux-mêmes ne trouvaient pas Kamala Harris suffisamment apte à porter le flambeau, sinon ils auraient décidé bien plus tôt de lui confier ce leadership. Le camp démocrate estimait que s'il y a un candidat qui puisse techniquement affronter Donald Trump de façon à ce qu'il puisse avoir des chances de gagner ces élections, que ça continue d'être Joe Biden. Joe Biden ne s'est pas imposé au camp démocrate. À un moment donné, le camp démocrate a cru
Et on a entendu des déclarations bien avant le démarrage des campagnes. Mais le démarrage des campagnes et la nécessité d'aller rencontrer les électeurs, de tenir des débats cohérents et de s'affirmer ont révélé de façon très visible à tout le monde entier, aux démocrates, que c'était naturellement un très mauvais choix qui allait résulter en une catastrophe en matière d'élection. Alors aujourd'hui, nous avons la convention du Parti démocrate qui a commencé du côté des États-Unis. Nous avons vu bien avant cette convention l'ancien président Barack Obama être favorable par rapport à la candidature de Kamala Harris. Alors qu'est-ce que Kamala Harris pourrait ramener de ses bagages de cette convention? Est-ce que les millions seront suffisamment engrangés pour battre Donald Trump au soir du 4 novembre? Avant de revenir à cette question, M. Morgan venait d'évoquer quelque chose sur lequel j'aimerais revenir, c'est le fait que Donald Trump ait assez sa stratégie sur le candidat Biden et que apparemment, selon M. Morgan, le camp Trump ou le camp républicain s'est peut-être préparé à cette éventualité et serait en mesure quand même, en fait ce n'est plus une surprise. Mais ce que moi je vais dire, c'est que évidemment, parce qu'à partir d'un moment donné, la question commençait à se poser de savoir s'il faut laisser Biden continuer. Et puis, et le candidat qui venait à l'esprit, c'était Kamala Harris. Et Donald Trump se disait, mais il a pensé qu'au sein du parti, il y aurait cette division, étant donné que le parti avait déjà du mal à s'entendre et à désigner un candidat en dehors de Biden. Et donc, Donald Trump se disait, dès que Kamala Harris prendrait la place de Biden, ce serait beaucoup plus facile pour lui parce que la division au sein du Parti démocrate lui profiterait. Mais ce qui a été constaté, c'est le contraire carrément. On a vu ces comportements du couple Barack Obama au début, qui n'affichaient pas leur soutien, mais finalement on a vu que le camp démocrate s'est soudé autour de Kamala Harris, ce qui fait sa force maintenant et qui même ne fait pas peur au camp des républicains, sachant quand même Donald Trump, ça lui produit un effet et on arrive à constater ces événements-là. Alors, ce qui va se passer à la convention des démocrates qui a commencé aujourd'hui ne serait que l'opportunité de réaffirmer de façon beaucoup plus officielle le soutien des partis et va également procéder de la levée des fonds. Vous avez constaté depuis l'arrivée de Kamala Harris. La cagnotte augmente, hein? Ah oui, ça augmente. C'est pas Morgan qui nous dira le contraire, hein? Évidemment. Donc, à partir de ce soutien démontré, tout le faste qu'il y aura, les déclarations, les discours et tout ça, on va voir des personnes seront convaincues du fait qu'il serait bien de miser sur le camp démocrate. Il s'agit bien des investisseurs, des grandes entreprises. Et donc, ce serait le moment de permettre à Kamala Harris de s'affirmer davantage. Et ça, je peux vous rassurer, c'est pas bon pour les affaires de Donald Trump. Alors, à l'entendre, on aurait pu croire que Kamala Harris serait le cheval gagnant, mais nous n'en sommes pas encore là. Pourquoi le slogan américain de American First de Donald Trump a du mal à prendre pour ces élections? Oui, bon, certainement que c'est un slogan qui est quelque peu fatigué. Et puis, vous avez également, en dehors de l'investissement des États-Unis à Gaza, aux côtés de Benjamin Netanyahou, vous avez quand même un Joe Biden qui a rapatrié les troupes d'Afghanistan en septembre 2021, si je me souviens bien. Donc vous avez quand même un certain isolationnisme qui est revenu quand même. Vous savez, sur plusieurs dossiers, contrairement à ce qu'on pense, Joe Biden a quand même suivi ce qui s'était passé sous Donald Trump. Il n'a pas implémenté de cassure oui, voilà, totale, brutale, avec la politique de son prédécesseur, vis-à-vis de Cuba, vis-à-vis du mur qu'il a reconstruit en partie d'ailleurs, donc qu'il a contribué mais en partie qui n'empêche pas toujours à... Qui n'empêche pas, c'est
un problème en soi, mais vous voyez qu'il n'y a pas eu de cas sur net. Donc le côté America First, je pense que les dirigeants démocrates ont saisi que c'était une demande du bas et se la sont appropriés à leur compte. Et puis vous avez aussi eh bien, le fait que, vous savez, America First, en réalité, c'est pas l'Europe, pas le Moyen-Orient, mais c'est l'Asie. Tout le monde, en fait, est d'accord qu'il faut absolument bien, limiter les ambitions de la Chine en mer méridionale. Donc, vous avez certes un America First, mais vous avez aussi un Asia First. Asia First, ça veut dire qu'on tourne en réalité tous les efforts de la politique étrangère américaine vers l'Asie, vers le Pacifique. Donc, et sur cela, vous avez un J.D. Vance, qui est le colistier de Donald Trump, qui a défendu en réalité cette posture-là, et que ce soit du côté démocrate comme du côté républicain et jusqu'à son extrême droite, eh bien, on tient au fait qu'il faut un Asia First, c'est-à-dire qu'il faut un investissement des États-Unis. Après, ça dépend dans quelle mesure, mais il faut absolument concentrer ses efforts sur l'Asie. Alors certes, il y a la montée de la Chine, que ce soit en matière territoriale, c'est ce qu'on voit, mais ça n'est pas en réalité le seul aspect de la question. Il y a également une rivalité technologique. On a vu la guerre que l'administration de Donald Trump a menée contre Huawei en son temps. Huawei qui a quasiment disparu, ce qui relie, ce qui nous permet de rebondir sur le début de l'émission, à savoir cette influence américaine encore une fois, donc qui a réussi quand même à tous les partenaires des États-Unis à contenir la montée en puissance de Huawei. Donc vous avez, donc je disais, une rivalité technologique, et aujourd'hui qui se joue sur la question des microchips, dont les États-Unis veulent rapatrier une partie de la production là-bas. Mais vous avez, au-delà de la question des microchips, mais ça la recoupe également, c'est l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle à usage militaire également, qui est là un enjeu colossal que on n'arrive pas bien à saisir encore en Afrique ici, parce qu'on a tout à la fois. On a tout à la fois, on a l'eau, on a tout à la fois. Mais on n'arrive pas encore à saisir cette question-là, mais c'est dur. On doit comprendre, parce que le monde avance, et faut qu'on garde quand même le pas. On va le comprendre, mais c'est pas non, pour mais il demain. faut le savoir. Donc il faut le savoir que ça avance sur ce terrain-là, et c'est quelque chose sur lequel les deux puissances jouent une guerre absolument féroce. Donc cette question de l'intelligence artificielle conditionne et structure encore une fois c'est cette rivalité entre les États-Unis et la Chine. Mais le problème des États-Unis, je vais terminer par là, c'est cette en tout cas pour votre question, c'est cette dépendance vis-à-vis des importations. Donc, en fait, qu'est-ce qu'ils exportent aujourd'hui les États-Unis? C'est surtout en fait leur offre en matière de la Silicon Valley, quoi. C'est les Facebook, c'est les GAFA, plus Elon Musk, quoi. C'est ça que les États-Unis exportent aujourd'hui. Sinon quoi? Il n'y a pas d'industrie en soi, on importe tout. Donc la fragilité aujourd'hui de l'industrie américaine et sa dépendance vis-à-vis de la Chine, c'est ça qui pose problème aujourd'hui. Heureusement qu'il y a cette industrie de pointe, qu'il y a ces réseaux sociaux, qu'il y a ces grands entrepreneurs-là qui tirent un peu la croissance américaine et son prestige, mais en dehors de ça, il n'y a pas grand-chose, quoi. Donc vous avez cette interdépendance entre les États-Unis et la Chine qui voilà, d'un côté, qui maintient une certaine stabilité en fait dans les rapports de force. Néanmoins, il ne faut pas oublier le l'hubris des nations qui fait en sorte que cette rivalité continue quand même d'avoir une certaine dynamique, notamment encore une fois sur la question de l'intelligence artificielle. Alors, nous constatons que lorsqu'il pleut aux États-Unis, tous les pays sont mouillés, mais oui, parce que c'est les élections. Mais comment on l'appelle, Kamala Harris a décidé de s'inscrire dans la continuité de Joe Biden. Est-ce que cela pourrait être gagnant pour elle? Si on s'en tient à ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui, ce ne serait pas gagnant. Si on s'en tient à ce qui se passe aux États-Unis, le peuple américain n'est pas d'accord avec beaucoup de choses qui se font. On a vu beaucoup de manifestations ici et là. Donc, si Kamala s'inscrit dans la suite logique et entière de ce que fait Joe Biden, c'est pas gagnant. De l'autre côté, il y a des questions qui ont été abordées au préalable par rapport à cette capacité de monter en élection et difficultés. Il faut comprendre une chose, et ça nous ramène au caractère ou au système américain. C'est une république constitutionnelle.
C'est-à-dire, le vote populaire, c'est le vote populaire. Les jeux se décident au niveau des grands électeurs. Il faut rappeler ici qu'un grand électeur n'est pas tenu de voter dans le sens de la population qui l'a mandaté pour aller voter. La population peut voter pour Kamala Harris et le grand électeur vote pour Donald Trump et vice-versa. Et donc, ce dernier détail est très important. Et il faut remonter le système américain pour voir est-ce que les États-Unis, tels qu'ils sont aujourd'hui, sont prêts à avoir Kamala Harris à la tête des États-Unis. Deux éléments qui pourraient être considérés. L'élément, le caractère afro-américain qui a été évoqué ici. Les États-Unis ont fait l'expérience du président Barack Obama. Est-ce qu'ils ont gardé une bonne mémoire ou des souvenirs constructifs? On se rappelle que sous la direction de Barack Obama, il y a eu de Black Lives Matter. Ce n'est pas arrivé sous le leadership de Donald Trump. Mais cette histoire de Black Lives Matter est arrivée dans le système de Barack Obama, dans son sillon. Mais sur Donald Trump également, il y a aussi eu. Oui, mais c'est pour dire que le cœur de la problématique, quand on parle du vote afro-américain, c'est pas gagné d'avance pour les démocrates. Il y a des Afro-Américains qui n'épousent pas du tout la dynamique démocrate. Maintenant, pour la question d'avoir une femme à la tête du pays, oui, on a bien envie de dire que c'est dépassé, mais on a vu ce qui s'est passé avec Clinton. Clinton avait normalement tout pour pouvoir donc, à vous entendre, vous voulez me dire que les Américains ne sont pas encore prêts à avoir une femme à la tête de leur pays? Serait-il misogyne, par exemple? Ce que je suis en train de dire, c'est que les grands électeurs aux États-Unis ont toujours pris des décisions de leadership difficiles à comprendre à certains moments. Peut-être que cette fois, ça va changer. On dit peut-être, mais si on s'en tient à l'historique... Je constate que j'ai un supporter de Trump sur Pas un supporter, un pragmatique, parce qu'il faut regarder la chose de façon pragmatique. Tout ce que je dis, c'est sur la base de l'histoire politique des États-Unis. Si on s'en tient à cette histoire et qu'il n'y a pas changement de façon de voir et que les Américains restent les Américains, on a très peu de chances de voir au soir des élections Kamala Harris être présidente. Ça ne signifie pas que la chance n'existe pas. Ça signifie qu'il y a un travail interne. Le débat ne se fera pas au niveau de la capacité de mobilisation des fonds. Ça ne se fera pas au niveau de la gestion même de la chose publique. Parce que sur ces deux plans, si on s'inscrit dans une continuité et si on tient compte de tout ce qui s'est passé au préalable, ce n'est pas gagné. Donc ça se fera dans la capacité des démocrates à convaincre les grands électeurs, à la fois démocrates et peut-être pas démocrates, à aller dans le sens de Kamala Harris au lieu du sens de Donald Trump. Ce qui me permet de continuer à dire que les républicains, en tant qu'équipe de campagne, sont conscients des enjeux et travaillent de la même façon. J'espère que les démocrates vont comprendre qu'il ne suffit pas d'avoir le combat médiatique gagné, d'avoir la mobilisation des fonds gagnée et d'estimer que... Donc vous voulez dire qu'aux États-Unis, la présidentielle ne se gagne pas sur Facebook? Ça ne se gagne pas sur Facebook. Sur les réseaux sociaux de façon générale. Même si Facebook est très important. Alors, on a vu Donald Trump lors du meeting du 14 août dernier du côté de la Caroline du Nord. Il était très attendu pour parler d'économie, mais on a constaté que, paf, il a viré pour parler de l'immigration. Oui, c'est tout qui change. Hein. Donc, il faudrait bien s'adapter à la stratégie. Certainement, on l'a dit que son équipe l'a préparé pour parler d'économie, affronter Biden, le bilan de Biden sur cette question, mais Donald Trump lui-même, c'est quelqu'un qui est très imprévisible en matière de déclaration, il rend la vie difficile parfois, si je peux le dire comme ça, à son équipe de campagne, et cela se fait remarquer même lors des déclarations publiques. Et donc, cette question de la migration, peut-être que pour Donald Trump, il pense que c'est le moment de revenir assez sur la question de la migration devait être ce qui
allait lui permettre quand même, il espère, on ne sait pas si dans la réalité cela va pouvoir s'observer, lui permettre quand même de changer un peu de stratégie, étant donné que les choses ont changé. Le mieux serait d'avoir un élément de politique. Et puis, quand on parle du camp républicain, quand on parle de Donald Trump lui-même, qui incarne ce parti, la question migratoire a toujours été son préféré, à mettre l'accent dessus, à parler de la construction du mur, ainsi de suite. Donc, vous voyez que c'est un ensemble d'éléments qui n'étonne pas, qui ne rend pas étonnant le fait qu'ils se rendent en Caroline pour parler de l'économie et que c'est la migration qui se présente. Alors, dernière tour de table, hein, très rapidement à tout un chacun de vous, quels sont d'autres impacts qui empêchent le monde de vivre comme cela se doit par rapport à cette présidentielle américaine? Dernier tour de table avant de mettre la clé sur le paillasson. Vous avez commencé le bal. C'est qui commence? Oui, vous avez cité certains impacts. Est-ce qu'il y en a d'autres qui empêchent vraiment le monde de vivre comme cela se doit depuis quelques mois avant que nous ayons les élections américaines du 4 novembre? Oui, vous avez principalement la question, après il y a tout ce qui concerne le développement, l'investissement, parce qu'il y a des projets de développement là, qui sont en suspens. On attend de savoir est-ce que les financements vont continuer, à quelle hauteur ils vont continuer, tout ce que l'Agence de développement américaine, notamment l'USAID, finance sur le continent africain. Donc on a beaucoup ici de cadres, beaucoup de chefs de projet qui se demandent s'ils auront du boulot dans 2 ans, dans 1 an, concrètement c'est vrai. Ouais. Donc vous avez sur à ce que je sais sur la santé strictement, le sida, le paludisme, etc., c'est maintenu, mais sur d'autres projets, ça va être un peu difficile de maintenir un financement, parce qu'on a vu ce qui s'est passé le mandat précédent de Donald Trump. Ouais. Donc on se demande si cet investissement va continuer. Donc ça pose problème, parce que c'est des emplois, c'est une certaine économie, mais aussi ça pose la question aussi de l'autonomie du continent africain et de sa dépendance aussi à tous ces investissements étrangers, qui sont bien des investissements et jamais des dons, mais ça c'est un autre sujet, c'est tout un autre sujet en soi. Donc vis-à-vis de ça, c'est important. Ensuite, c'est toujours un signal hein, pour les anciennes, pour les puissances, en tout cas pour la Russie, pour la Chine, savoir comment elles vont se positionner, se projeter dans les années à venir. On sait qu'à chaque fois qu'il y a un signal donné par les États-Unis, il y a un ajustement, un rééquilibrage qui est fait de la part de Moscou, de la part de Pékin. Donc, ils sont en train de regarder comment ils vont conduire leurs affaires dans tous les secteurs hein, à l'égard eh bien, de cette réélection. Mais moi, je considère que pour ce qui est des enjeux propres, les carottes ne sont pas cuites. Hein, on verra ce qui va se passer. Donc, c'est vrai que... il y avait autour bon, je ne vais pas revenir là-dessus, de Kamala Harris, il a son opinion, il a le droit de l'avoir. Il a le droit de l'avoir, mais quoique je ne suis pas... c'est-à-dire que certes, il y a ce ralliement autour d'elle, mais je ne suis pas non plus à dire qu'il y a des gens qui disent qu'ils ne la connaissent pas très bien après tout, oui, mais à part que Donald Trump soit un milliardaire, bien avant qu'il ne soit à la Maison-Blanche, on ne connaissait pas véritablement. Tout le monde le reconnaissait sur les magazines. Oui, Donc, laissez chacun faire son petit bonhomme de chemin. Et pour finir, par exemple, la question du nucléaire iranien, parce que là, il y a des pourparlers qui vont reprendre. Si c'est Donald Trump qui revient, là, c'est capoute. Donc, vous voyez sur tous ces terrains-là, voilà, c'est important. Alors, moi, je me retourne vers vous hein, par rapport à l'impact. Je veux que vous me disiez un peu rapidement comment est-ce que vous voyez la zone du Proche-Orient. Si c'est Kamala qui est là, ou alors si c'est Trump, quand on sait qu'au départ, Trump ne bavardait pas beaucoup par rapport au Proche-Orient, mais depuis quelques jours, la donne a changé. Oui, si c'est Kamala, on risque toujours de constater cette difficulté des États-Unis à s'imposer dans le Moyen-Orient, parce qu'on sait que quand vous êtes démocrate, vous tenez compte de plusieurs paramètres avant de prendre votre décision. Et vous tenez compte de certains paramètres liés aux droits de l'homme, vous tenez compte de plusieurs facteurs. Hein. Et donc, la prise de décision est difficile quand on est démocrate face à des situations telles quelles. Mais si c'est un républicain, et d'autant plus que si c'est Donald Trump... Ça va arranger les affaires de Benjamin? C'est difficile à dire parce que tout va dépendre de là où il veut s'installer. C'est là la problématique avec Donald Trump. Sa prévisibilité le rend imprévisible.
C'est-à-dire, on sait que c'est quelqu'un qui fait des choses comme il le sent, sur un coup de tête. Maintenant, on se demande quel coup il va recevoir et comment est-ce que la tête va s'orienter. Donc, on peut penser, il peut donner l'impression d'être du côté du Premier ministre, mais demain, la donne peut changer, et surtout en ce qui concerne les intérêts au Moyen-Orient, qui est très sensible pour les États-Unis. On parle du carburant, on parle de l'énergie. C'est vrai, les Américains en ont sur le sol, mais ce qui se passe au Moyen-Orient est magnifiquement énorme et les États-Unis veulent avoir le mot à dire. Martial. Oudat et M. Morgan ont déjà dit assez de choses concernant Mais vous l'influence. n'avez encore rien dit. Justement, c'est pourquoi je vais continuer après. D'accord. Et donc, en termes d'influence, ce à quoi nous pouvons nous attendre pour les prochaines années, après les élections aux États-Unis, on ne le sait pas vraiment, pas encore. On est certain de rien, mais on a quand même des idées de cette personne qui va prendre la présidence des États-Unis, parce qu'il y a une théorie en relations internationales qu'on appelle le behaviorisme, qui n'est assez que sur la capacité, le trait de personnalité de la personne qui prend les rênes de pouvoir dans un État. Et il s'agit ici d'un État très influent sur la scène internationale, que cela soit Kamala Harris ou que cela soit Donald Trump. On va sentir que beaucoup de choses vont bouger, que ce soit sur les questions économiques, parce qu'au niveau de l'Europe, les questions sécuritaires au Proche et Moyen-Orient et les relations avec les pays africains. On a déjà vu un Donald Trump avec sa manière de se déconnecter un peu de tout ce qu'il trouve que ce n'est pas important pour les États-Unis, le American First. Et on se demande bien si, compte tenu de la conjoncture internationale dans laquelle Donald Trump va se retrouver, est-ce qu'il serait forcément amené à prendre ses positions d'hier. Et donc, on attend pour voir. Wait and see. Wait and see, comme dit Martial, c'est avec cette intervention de Martial Akouete que nous mettons en terme à notre émission Le Monde en 52 minutes de ce lundi, où j'ai reçu pour vous Morgan Assogba-Métondier, consultant géopolitique. Merci. C'est un plaisir. Oudat Mama, expert en relations internationales, merci. Merci, Tatiana. Et Martial Akouete, analyste géopolitique, merci. Merci de toujours préférer ESAE Télévision. L'excellence, c'est nous. Retrouvons-nous le lundi prochain pour d'autres actualités internationales. D'ici à là, prenez soin de vous. Au revoir, bye bye.